Bienvenue à tous pour notre 5e séance de notre chapitre L'Europe de la Révolution industrielle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la bourgeoisie. Dans la séance précédente, nous nous sommes intéressés à une catégorie sociale radicalement différente puisqu'il s'agissait de la classe ouvrière. Aujourd'hui, cela va être très différent puisqu'on va s'intéresser aux bourgeois qui est la classe dominante. Notre problématique est donc la suivante. Quelles sont les caractéristiques de la bourgeoisie au XIXe siècle ? Alors, pour commencer, il faudrait peut-être tout simplement essayer de définir ce qu'est la bourgeoisie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une classe sociale dominante, mais qu'elle est très diversifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil unique de bourgeois. Néanmoins, les bourgeois ont en commun la richesse, l'influence et le prestige. Et sa richesse vient essentiellement des revenus du commerce ou de l'industrie. Effectivement, la bourgeoisie d'affaires, celle qui s'investit dans le commerce ou dans l'industrie, tire d'énormes revenus de leurs activités. C'est le cas de la famille Schneider au Creusot, par exemple, puisqu'ils vivent carrément dans un château. Cette bourgeoisie qui s'enrichit reçoit également de nombreuses critiques, donc on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui. Alors la bourgeoisie, elle se définit d'abord par son mode de vie. Les bourgeois portent des vêtements particuliers qui sont là pour souligner leur richesse, donc ça peut être de très belles robes pour les femmes, et puis une tenue sombre et très classique pour les hommes, avec le chapeau haute forme, mais en tout cas toujours dans l'élégance. Ils se distinguent également par leur éducation, par leur attitude, leur façon de se tenir, mais également par leurs habitudes. On voit ici une scène dans un café. Alors ce tableau s'intitule La pâtisserie Glope. Il a été peint par Jean Béraud, qui nous laisse beaucoup de témoignages justement du mode de vie de ces bourgeois. Et on s'aperçoit qu'on est dans une scène de loisirs en fait, puisqu'ici des bourgeois se retrouvent dans une pâtisserie de luxe pour discuter, échanger et profiter d'un moment de plaisir. Cela n'est possible que parce qu'ils ont le statut de bourgeois. Un ouvrier ou une ouvrière n'a ni le temps ni les moyens d'aller dans ce genre d'endroit. Ce mode de vie peut donc être vivement critiqué. C'est le cas dans ce document, puisque Friedrich Engels, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la séance numéro 8, fait justement une critique au sujet de la société bourgeoise. Donc, je vous propose qu'on lise le document. Je n'ai jamais vu une classe si profondément immorale, si incurablement pourrie, et intérieurement rongée d'égoïsme, si incapable du moindre progrès que la bourgeoisie. Pour elle, il n'existe rien au monde qui ne soit là pour l'argent, sans l'excepter elle-même, car elle ne vit que pour gagner de l'argent et pour rien d'autre. Elle ne connaît pas d'autre félicité que de faire une rapide fortune, pas d'autre souffrance que de perdre de l'argent. Le bourgeois se moque éperdument de savoir si ses ouvriers meurent de faim ou pas, pourvu que lui gagne de l'argent. Toutes les conditions de vie sont évaluées aux critères du bénéfice, et tout ce qui ne procure pas d'argent est idiot, irréalisable. Le rapport de l'industriel à l'ouvrier n'est pas un rapport humain, mais une relation purement économique. Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845. Alors, cette critique est très violente, il présente les bourgeois comme des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à l'argent et qui ne se soucient absolument pas des conditions de vie de leurs ouvriers. Cette critique est évidemment à nuancer. Il est évident qu'à l'époque, il y a un gros problème d'inégalité et que la classe bourgeoise vit très bien, tandis que la classe ouvrière vit dans des conditions misérables. Et ça, on ne peut pas le nier. Néanmoins, la bourgeoisie n'est pas une classe uniforme et donc on peut trouver des contre-exemples à ce que cite Engels. On peut trouver effectivement des cas de bourgeois qui se soucient de leurs ouvriers. On va donc s'intéresser à ces deux documents-là. J'ai commencé par le document 2. Éloge de la bourgeoisie. Cet homme, qui gagne 1 million par an, a moins de loisirs que le plus pauvre de ses ouvriers. Il se lève avant le soleil, passe le jour au milieu des miasmes fétides de l'atelier et se délasse le soir en parcourant les colonnes de chiffres de son grand livre. Mais c'est sa joie. Qu'il n'y ait pour lui ni paix ni relâche, qu'il trouve à peine une fois par semaine le temps de se rappeler qu'il a une femme ou de regarder dormir ses enfants, cette fatigue est son bonheur, ces embarras font sa vie. Ne vous arrêtez ni à leur extérieur ni à leur langage si vous voulez les juger réellement, mais visitez leurs ateliers. C'est là que vous trouverez leur intelligence traduite, non par des mots, mais par d'adroits arrangements, de merveilleux procédés, d'admirables machines, car ces hommes si simples et si peu faits au beau langage ont pénétré dans toutes les pratiques de la science. Émile Souvestre, Mulhouse, Musée français, 1837.
Alors ce document est là pour rappeler que certains bourgeois travaillent beaucoup, c'est-à-dire que oui, ils ont fait fortune, mais à quel prix en réalité? C'est la notion de mérite qui transparaît ici dans ce texte. Et ça rappelle également que ces bourgeois permettent de fournir du travail aux ouvriers. Il n'en reste que même s'ils leur fournissent du travail, il y a un gros problème d'inégalité et que les salaires sont beaucoup trop bas pour les ouvriers et que les bénéfices des bourgeois sont bien plus élevés à l'époque. Et puis il y a aussi des bourgeois qui vont tout simplement se servir de leur fortune pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est le cas d'Aristide et Marguerite Boucicaut. C'est un couple de bourgeois qui va faire fortune dans le commerce. Donc, en 1834, Aristide est vendeur de textiles dans un magasin de nouveautés. Il va se marier avec Marguerite en 1848 et en 1852, il va ouvrir un magasin à Paris qui s'appelle Au Bon Marché. C'est très connu parce que ce magasin existe toujours à Paris. Cet homme va se soucier de ses employés puisqu'il va créer une caisse de prévoyance pour la maladie et la retraite de ses employés. Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de sécurité sociale. Donc, sans l'action de ces industriels, eh bien, les ouvriers, les employés se retrouvent sans assurance en cas de problème. À la mort d'Aristide, c'est son fils et son épouse qui reprennent l'affaire. Et lors de la mort de Marguerite, elle avait prévu un testament. Elle va léguer toute sa fortune à l'assistance publique, notamment à l'hôpital Boucicaut, qui aujourd'hui porte son nom. Donc à travers cet exemple, on voit qu'il faut avoir une vision nuancée évidemment de la bourgeoisie. Il y a un gros problème d'inégalité au XIXe siècle dans la société, mais tous les bourgeois ne pensent pas qu'à s'enrichir. Certains ont utilisé leur fortune à bon escient. Alors, vous êtes prêts pour aller réaliser votre QCM. Une fois que vous l'avez réalisé, vous pouvez recopier la leçon. Partie cours. Bon travail!